Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve un dimanche, donc vêtue de façon extrêmement peu convenable. Tout du moins peu convenable à des fins de tournage. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo un petit peu plus relax, tout en vous parlant d'un sujet que je veux aborder sur la chaîne depuis un moment. Je veux me remettre à jour sur mes lectures de Stephen King. Donc me faire une petite piqûre de rappel concernant ce qui a été lu et une petite piqûre de rappel concernant ce qui doit être lu. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est... Alors j'avais initialement commencé à tourner cette vidéo en me servant de Booknode, mais il s'avère que le site n'est clairement pas assez fluide et ne présente pas suffisamment d'éditions différentes des livres de Stephen King pour que ce soit exhaustif et que je puisse vraiment vous parler de tout ce que j'ai lu. Je vais vous donner un exemple, par exemple les nouvelles qui sont parues chez Albin Michel Jeunesse ne faisait pas partie de la liste Booknode, ou en tout cas n'était pas dans la sélection lorsqu'on faisait défiler la liste. Bref, il y avait des petites choses comme ça qui m'embêtaient, donc j'ai décidé de me servir du site Sens Critique, tout simplement. Donc je me suis tout simplement rendue sur Sens Critique et j'ai choisi, j'ai tapé top Sens Critique Stephen King, voilà, je me suis vraiment pas fatiguée. Et donc je vais faire défiler les titres, je vais vous dire si je les ai lus et quand je les ai lus, je vais vous faire un petit résumé et vous dire ce que j'en ai pensé. On commence avec donc le tout premier livre du classement, c'est ça de Stephen King. Donc je vais pas répéter systématiquement, tous les livres que je vais aborder ici seront de Stephen King. Je dirais parfois Stephen King sous le pseudonyme Richard Bachman, mais dans tous les cas c'est toujours Stephen King. Donc le premier c'est ça, la première sortie en France de ça elle remonte à 86. Le premier tome je l'ai lu. Je l'ai lu il y a maintenant peut-être 2 ou 3 ans. C'est un premier tome qui m'a vraiment captée dans le sens où avant de me plonger dans cette lecture j'avais vu un petit bout d'interview, vu ou lu d'ailleurs, je ne me souviens plus, dans lequel Stephen King expliquait comment lui était venue l'idée du personnage de ça. Et j'avais trouvé vraiment l'idée fascinante, puisque très souvent Stephen King se base sur une micro-expérience qu'il va faire, c'est-à-dire quelque chose que peut-être vous et moi on considérait comme anecdotique dans notre journée, et lui il va réussir à structurer tout un univers autour d'un élément qu'il voit ou qu'il ne voit pas, et en l'occurrence pour le personnage de Gripsou, donc du clown dans ça, il parlait donc du fait d'être passé au-dessus d'un pont et de s'être rendu compte que ça pourrait être intéressant de mettre en scène une créature qui vivait dans les égouts. Voilà. Pour vous faire le synopsis rapide de ça, en gros, on est sur 2 temporalités dans le récit. Dans les 2 cas, par contre, on est dans la ville de Derry, qui est une ville fictive du Maine. Je ne connais quasiment aucun récit de Stephen King qui ne se déroule pas dans le Maine. Donc Derry, cette ville fictive, c'est une ville comme les autres, sauf à un détail près, c'est qu'une malédiction pèse sur la ville et qu'il me semble que c'est tous les 20 ans, hein, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, mais je crois que c'est tous les 20 ans, des enfants disparaissent mystérieusement dans la ville et on ne les retrouve jamais. Nous, on va suivre 7 jeunes enfants qui sont vraiment les enfants qui se font martyriser au collège. Ce sont vraiment... ils se font bisuter de toutes les façons possibles et imaginables. Il y a des scènes qui sont extrêmement dures de harcèlement d'ailleurs dans ça. Peut-être que vous avez vu le film. Si vous avez vu le film, je trouve que ça retransmet pas mal cette image-là parce que je parle de l'adaptation récente parce que je pense que justement le réalisateur a voulu mettre l'accent sur le harcèlement scolaire qui est tout de même un des problèmes, je dirais, central de l'éducation à notre époque. Je suis vraiment désolée, il y a des motos qui passent à toute allure juste en bas de la fenêtre, c'est insupportable. Bref, donc le film a aussi très largement exploité ça dans sa version de 2018, je crois, quelque chose comme ça, pour le premier. C'est très présent dans le livre aussi, c'est toujours très avant-gardiste parce que Stephen King parle beaucoup des enfants et donc il parle beaucoup de ce qui arrive aux enfants. Il y a beaucoup de ces livres dans lesquels il met en scène des adolescents ou des enfants qui sont incompris. Dans ça, c'est le cas, donc on suit un groupe de 7 jeunes enfants dont l'un va donc perdre son frère qui va se faire enlever par une entité particulière en fait, qui vous attaque en prenant la forme de ce qui vous effraie le plus. C'est pour ça qu'il n'est pas juste et vrai de dire que ça est un clown.
Le clown, c'est, on va dire, la forme qu'on a retenue dans l'imaginaire collectif pour parler du personnage, mais il peut prendre des formes multiples puisqu'il s'adapte à ce qui vous effraie le plus. D'ailleurs, c'est quelque chose de très surprenant dans le tome 1 lorsque vous n'en êtes pas informé, parce que cette espèce d'entité métamorphe, elle est assez déstabilisante. Elle arrive vraiment à incarner des choses à des moments complètement aléatoires du récit. Et subitement, on se sentait dans un environnement, un cadre qui était très sécurisant, sécuritaire. Et tout bascule puisque cette entité peut prendre n'importe quelle forme, donc bien évidemment vous pouvez être surpris à n'importe quel moment. Donc Jordi disparaît, son frère décide de le retrouver et 6 amis vont se joindre à lui, donc ça c'est pour la phase de jeunesse. Et ensuite on retrouve les personnages 20 ans après ou 30 ans après, je ne sais plus. Et ça est de retour, donc il faut lutter contre ce mal et faire en sorte pour le coup de le détruire véritablement. Je n'ai pas encore lu le tome 2, j'imagine que la forme fonctionne un petit peu de la même façon avec cette double temporalité. Personnellement, j'ai adoré le tome 1, je l'ai trouvé vraiment super. Alors, je dis tome 1, j'ignore si dans la publication originale, ça a été véritablement découpé parce que de ce que la plupart des gens disent, j'ai l'impression que le 2 est la continuité directe du 1. Donc j'imagine que le 2 est une suite directe. Je n'ai pas encore lu le tome 2, c'est quelque chose que j'envisage de faire très prochainement puisque je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et maintenant j'avance puisque je crois que je vous parle déjà depuis 10 minutes juste pour le premier livre, donc on en a pour un petit moment si je fais ça pour chaque titre. Le deuxième, je ne l'ai pas lu, c'est La Tour Sombre, donc c'est une saga là en plusieurs tomes qui me semble est plus axée sur le fantastique. Alors celui qui est présenté sur Sens Critique en deuxième position, c'est le tome 7. Moi le seul dont j'ai véritablement entendu parler, c'est le Pistolero, donc le tome 1, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas aller plus loin. Le troisième livre qui est présenté, c'est aussi un de mes favoris. Enfin, je pense que ça se joue entre deux, donc je vais pas vous dire que c'est... Mais il fait partie du top, en tout cas. C'est Marche ou crève, donc en anglais The Long Walk. Il est sorti en 1979 et il a été écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Il se déroule également dans le Maine et ici on va sur un jeune homme qui s'appelle Garati qui va participer à ce qu'on appelle la Grande Marche, qui en gros consiste en une compétition qui donne au vainqueur une notoriété mondiale et vraiment qui lui permet d'accéder à une richesse qu'il ne pourrait pas atteindre autrement. Et Garati va participer à cette course et se rendre compte au fil du temps que l'objectif de la longue marche, ce n'est pas seulement de marcher, c'est également de survivre, puisque vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas faire de pause, vous ne pouvez pas... je crois que vous avez droit à 3 avertissements, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez une fois, on va... je me souviens plus exactement le... En gros... Je vais essayer d'être plus concise et plus claire. Vous recevez 3 avertissements, au bout du 3e avertissement, on vous tire dessus et vous êtes mort. Donc en fait, une fois que vous êtes engagé dans cette marche, c'est soit vous gagnez, soit vous mourrez. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc nous, on va suivre Garati, qui est un personnage très touchant, très humain, qui au fil de la marche va découvrir ses concurrents, qui sont aussi très intéressants et très attachants. Et nous, on va découvrir les facettes un petit peu de Garati et de ses personnages. C'est vraiment un beau roman de Stephen King, beau de par les messages qu'il porte, parce qu'il y a toujours cette idée d'amitié très importante. Très peu de représentation féminine hein, dans ce roman de Stephen King, hein. Qu'on soit clair, par contre, on n'est qu'avec des hommes. Les relations qu'il tisse sont quelque chose de très juste et de très vrai, et sont vraiment caractérisées par la précipitation qui définit l'essence même de la longue marche. Donc je trouve que tout ça c'est très intéressant parce qu'on sent que la longue marche finalement c'est ce qui va englober, entourer la totalité du récit, des rapports que les personnages peuvent avoir et même leur construction identitaire. Donc pour tout ça, c'était vraiment un roman que j'ai trouvé formidable et comme je vous le dis, je pense qu'il fait partie de mon top 3. Le 4e livre cité, c'est Écriture, mémoire d'un métier, que je n'ai pas lu mais qui est dans ma palle. J'aime beaucoup entendre Stephen King parler d'écriture, donc je suis curieuse de le lire, mais ce n'est pas encore fait. Ensuite, je continue avec Shining, que j'ai lu, donc Shining qui est paru en France pour la première fois en 79, qui est très bien noté sur Sens Critique puisqu'il a la note de 8 et que vous connaissez certainement si vous n'avez pas vu le livre, au moins pour l'adaptation cinématographique de Kubrick, qui est, je pense, qui est à mon sens un chef-d'œuvre mais que Stephen King n'a pas du tout apprécié.
avec vraiment une performance des acteurs qui est incroyable. J'avais vu des documentaires sur la construction de ce film, où notamment l'actrice principale, excusez-moi, il y a vraiment trop de bruit dehors, mais bref, dans ce documentaire, on parlait beaucoup de la performance de Shelley Duvall, donc l'actrice qui incarne la femme de Jack Torrance, qui est donc le personnage principal du récit, et qui expliquait qu'en gros, vraiment, Kubrick avait poussé l'actrice dans ses derniers retranchements, et que c'était ce qui donnait vraiment les expressions de terreur absolue qu'on pouvait voir lire sur son visage. Et à un moment, donc, elle témoignait dans ce documentaire, et elle expliquait qu'elle avait vraiment souffert d'une dépression presque post-traumatique suite à ce tournage, parce que ça avait vraiment été très éreintant. Donc on parle systématiquement de la performance de Jack Nicholson, qui est très bon dans Shining, c'est une certitude, mais voilà. Pour moi, tous les acteurs dans Shining sont incroyables, enfin, les décors sont sublimes, les jeux de caméra sont sublimes, bref, je suis pas là pour vous parler du film, mais en tout cas, regardez le film si vous n'avez pas forcément le goût d'aller tout de suite vers le livre. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que la dimension fantastique est beaucoup plus exploitée que dans le livre. Dans Shining, on va suivre donc Jack Torrance qui est engagé pour s'occuper d'un hôtel un petit peu perdu dans la montagne, un hôtel qui est fermé l'hiver puisqu'il y a des congères qui font des mètres et des mètres qui empêchent le passage et donc la clientèle de rejoindre l'hôtel. Mais par contre, il faut un gardien pour surveiller que la chaudière n'explose pas. Chaudière qui est d'ailleurs un personnage à part entière dans Shining. Juste pour ça, lisez-le parce que je trouve que c'est impressionnant la personnification de la chaudière dans Shining. Alors il n'y a pas que la chaudière, mais la chaudière ça m'a beaucoup marqué. Donc en gros il faut un vigile pour surveiller simplement cet hôtel. Donc quand Jack Torrance arrive, ce qui encourage un petit peu le propriétaire de l'hôtel, enfin le directeur de l'hôtel à l'embaucher, c'est qu'il ne vient pas sur place tout seul, il vient avec sa femme et son fils. Sa femme c'est donc Wendy Torrance et son fils c'est Danny Torrance, que l'on retrouvera d'ailleurs dans un autre livre de Stephen King que je n'ai pas encore lu, qui est j'allais dire Doctor Strange, mais non, donc Doctor Sleep. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas épiloguer, mais donc nous, là quand on est dans l'histoire, Wendy et Jack ils doivent avoir une trentaine d'années et Danny doit avoir 7 ou 8 ans. Lorsqu'ils arrivent dans cet hôtel, on sait déjà que Danny, il parle un petit peu tout seul, il a des amis imaginaires, on va dire il a un univers mental riche et fourni. Et donc ce qui fait que ce propriétaire accepte que Jack Torrance s'installe là et s'occupe de l'hôtel pendant toute cette période. Qu'il vient avec sa famille, puisque jusque-là, lorsqu'il embauchait des personnes pour passer l'hiver, c'était catastrophique ce qui se passait, puisque les personnes finissaient par avoir des visions et être vraiment à se sentir extrêmement mal, puisque c'est un travail qui exige d'être seul, isolé, perdu dans le froid, avec aucun contact humain, dans une immense bâtisse qui a une histoire. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est toujours un moment que le directeur de l'hôtel craint un petit peu. Donc Jack parvient à obtenir le poste et s'installe donc là avec Jack et Wendy, et nous ce qu'on va suivre. Donc Jack c'est un écrivain qui boit énormément. Ce sont vraiment des personnages caractéristiques de Stephen King. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un type de personnage que vous allez retrouver très très souvent chez Stephen King. En fait, au même titre que les enfants, Danny va être traité d'ailleurs un petit peu comme les enfants dans ça. C'est-à-dire que beaucoup d'autonomie, beaucoup de capacité de réflexion, et toujours un pouvoir qui est bien supérieur à celui des adultes. Donc Danny, il a ce côté traitement de l'enfance très spécifique à Stephen King, et Jack a aussi ce traitement très spécifique à Stephen King de l'auteur maudit qui boit beaucoup et qui est dans cette crainte absolue de la panne d'inspiration, panne d'inspiration d'ailleurs qu'il subit, et de la crainte de la page blanche. Et voilà. On va suivre cette histoire-là. J'ai pas vraiment envie de vous en dire plus parce que je pense que c'est certainement un des ouvrages les plus connus de Stephen King. Et voilà.
Découvrez-le parce que vraiment il en vaut la peine. Alors il est quand même assez conséquent, hein. Je crois qu'il fait 450 ou 500 pages, ça se dévore. Véritablement, une fois que vous l'avez commencé, il est très très difficile de le poser, donc lisez-le, faites-vous votre idée, en tout cas je vous le recommande vivement. Je pense que c'est un petit peu le récit qui marque l'avènement de cette idée des hôtels hantés, parce que l'Overlook incarne vraiment cette idée, voilà, avec des chambres maudites dans lesquelles il se serait passé des choses, etc., etc. Même si c'est absolument pas ce qui est au centre du récit, la façon dont Stephen King le traite, parce que c'est comme tous les récits de Stephen King, moi je vois c'est un petit peu comme un oignon. On a vraiment le cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire là où il veut en arriver, mais avant ça on a plein de petites couches qu'il faut enlever les unes après les autres, et la découverte de l'Overlook c'est un petit peu ça. Vraiment, c'est comme si on épluchait les murs les uns après les autres et qu'on entrait plus précisément dans l'histoire de l'hôtel et dans l'impact que l'hôtel va avoir sur le psychisme de Jack, sur les capacités de Danny et sur la patience de Wendy, je dirais, même si franchement c'est bien au-delà de ça, hein. Je dirais que sur la capacité de Wendy à lutter contre sa peur, voilà. Alors, je passe au suivant. Alors, dans le classement, le suivant, c'est Misery. J'ai seulement vu le film, je n'ai pas lu le livre. Est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas en ma possession. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce qu'il se lit vite et... Mais non, je ne l'ai pas. Ensuite, c'est Différentes saisons. Alors, je sais que Différentes saisons, c'est un recueil de nouvelles. Alors, je vais regarder ce qui se trouve à l'intérieur, puisque par contre, des nouvelles de Stephen King, j'en ai lu, mais malheureusement, je ne les ai pas toujours lues directement dans les recueils. C'est ce qui fait que je dis je n'ai pas lu tel recueil, puis parfois j'ai lu 2 nouvelles sur les 3. Alors dans Différentes saisons, on a notamment Stand By Me, qui est donc le corps, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, que je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas trouvé... Enfin, ce récit, je l'ai trouvé très peu clair. Je l'ai lu dans la nouvelle collection, je vous mettrai là, Albin Michel Jeunesse, qui donc a décidé de publier des nouvelles de Stephen King dans des formats un petit peu plus grands et adressés à un lectorat adolescent. Et le corps, je ne l'ai pas compris. Ça m'a rien fait. J'ai vraiment été... ouais, c'était très plat pour moi. Ça fait partie je sais pas. Bref, en tout cas, là, pour le coup, si ce que vous aimez, c'est la construction des personnages, on a le même traitement des enfants et des adolescents. Enfin, le traitement typique du Stephen King des années fin 80, début 90, donc avec ces enfants qui sont très autonomes, qui ont vraiment des grandes capacités réflexives, etc., etc. On a cet aspect-là dans Stand By Me, mais le fond de l'histoire, je ne l'ai pas apprécié. Ensuite, donc, dans Différentes saisons, vous trouvez également Les Évadés, apparemment, mais je ne l'ai pas lu non plus. Rita Hayworth, je ne l'ai pas lu. Un élève doué, je ne l'ai pas lu. La méthode respiratoire, je ne l'ai pas lu. Voilà. Donc, sur Différentes saisons, j'ai seulement lu Stand By Me. Ensuite, on passe au recueil Brume, qui est toujours un recueil des années 80. Donc, dans celui-ci, on va avoir le singe. Alors, je l'ai dans ma palle, hein, Brume. Donc, je vais plutôt d'ailleurs me servir de ça. Je pense que ce sera plus représentatif pour vous lister les nouvelles qui sont à l'intérieur. Mais celui-là, je vous le dis, c'est l'une de mes toutes prochaines lectures. Donc, dans Brume, vous avez Brume, qui fait tout de même 200 pages, hein, que j'ai déjà lu. Alors que je n'ai pas lu dans cette version, mais dans la version, je vous la mets en photo juste ici, chez Albin Michel Jeunesse. En ce lieu des tigres, que je n'ai pas lu. Le singe, qui était paru à une époque chez Librio 2€. On le trouve un petit peu partout d'occasion, celui-ci maintenant, je pense que vous voyez de quelle nouvelle il s'agit. La révolte de Cain, que je n'ai pas lu. Le raccourci de Madame Todd, que je n'ai pas lu. L'excursion, que je n'ai pas lu. Le gala de noces, que je n'ai pas lu. Paranoïa, une mélopée, que je n'ai pas lu. Le radeau. Alors, je l'ai pas lu, mais ça me dit quelque chose. Machine divine à traitement de texte, l'homme qui refusait de serrer la main, Sable, l'image de la faucheuse, Nona, pour Owen, le goût de vivre, le camion d'Oncle Otto, livraison matinale, grande roue où l'on lave son linge sale en famille, Mémé, la balade de la balle élastique et le chenal. Donc dans ce recueil-là, j'ai lu seulement Brume, que j'avais beaucoup apprécié, mais qui mériterait grandement d'être relu, puisque... je n'étais pas dans une phase très positive de ma vie et je pense que j'ai assimilé cette nouvelle à des éléments que je vivais à ce moment-là. Et ça a lourdement entaché les souvenirs que je peux en avoir, mais j'avais beaucoup aimé Alors il y a vraiment un côté intergénérationnel puisque dans la nouvelle,
Les personnages qu'on suit se retrouvent enfermés dans un centre commercial et il y a des espèces de créatures bizarres qui vont se mettre à sortir d'une brume très épaisse qui s'est étendue sur leur village. Et donc on va avoir le point de vue d'un petit garçon, mais on va également avoir des adultes, enfin on va avoir son père et on va avoir des personnes plus âgées aussi, donc c'était sympa quoi, parce que personne ne fait les mêmes choix, il y a des personnes qui décident de sortir dans la brume, d'autres de rester dans le magasin. En gros ça confronte un petit peu à ses choix, qu'est-ce qu'on ferait dans une situation désespérée comme celle-ci. Vraiment très très bien traité par Stephen King, mais ça mérite à mon sens, d'être heureux. Donc le suivant, c'est Danse macabre, que je n'ai pas lu. Qui a très bonne réputation, mais que je n'ai pas lu et que je n'ai pas dans ma palle, je crois. Non, je ne l'ai pas. Ensuite, c'est Dolores Claiborne, très bonne réputation aussi, sorti en 93 en France, que je n'ai pas lu. Cimetière, dont j'ai vu 2 adaptations, me semble-t-il, mais que je n'ai toujours pas lu non plus, qui, pour le coup, est dans ma palle et que je compte lire prochainement. La ligne verte, dont j'ai vu l'adaptation mais que je n'ai pas lu. Ensuite, on a Rêve et cauchemar, qui est un recueil de nouvelles paru cette fois donc en France. En quelle année? En 94. Donc 20 histoires à l'intérieur. Alors là, je vais pas pouvoir toutes vous les citer parce que Sens Critique ne me fait pas la liste complète. Alors j'ai trouvé les titres qui sont à l'intérieur. Il y en a 22. Alors il y en a... Wikipédia nous dit que beaucoup de ces nouvelles avaient été déjà publiées dans divers magazines ou anthologies au début des années 70. Donc on est vraiment dans les écrits de Stephen King qui sont quand même assez... qui remontent un petit peu. Donc on a Laissez venir à moi les petits-enfants, Ça nous pousse dessus, Le 5e quart, Désolé, bon numéro, La tribu des 10 plombes, La maison de Maple Street, La dernière affaire Dumney et Le mendiant et le diamant. Alors attendez, parce que là j'ai pas la liste entière. Le rapace nocturne, Popsy, Le dentier claqueur, Dédicace, Le doigt télescopique, Pompe de basket, Un groupe d'enfer, Accouchement à domicile, La saison des pluies, Mon joli poney, La tribu des 10 plombes, Couch End, La maison de Maple Street, ça je l'ai dit, Le 5e quart je crois que je l'ai dit, Le docteur résout l'énigme, La dernière affaire Dumney et Le mendiant et le diamant. Alors là pour le coup dans ce recueil de nouvelles je n'ai rien lu et en toute honnêteté je n'ai pas souvent vu passer ce titre puisque les couvertures me sont étrangères. J'ai l'impression de les croiser pour la première fois, ce qui est assez surprenant. Donc je n'ai pas lu ce recueil-ci, il n'est pas dans ma palle. Et du coup, il sera pas dans mes priorités parce que, encore une fois, je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Oh, on arrive sur une de mes plus grosses déceptions, je pense. Joyland, paru en 2014. Alors Joyland, comment vous dire que je m'attendais à une histoire horrifique dans un cadre de fête foraine. Voilà, la couverture de Joyland, je pense que vous voyez bien, c'est la couverture classique en tout cas, qui était sur le grand format Albin Michel et qui a été reprise par le livre de poche. C'était cette espèce de grande porte de fête foraine avec écrit Joyland, donc en néon un petit peu rose-violet. Et moi j'avais l'impression qu'on allait être dans de la pure horreur. Type horreur fête foraine, donc quelque chose qui allait beaucoup se baser sur les clowns, les montagnes russes, les maisons hantées, la divination, bref, il y a quand même moyen d'exploiter énormément de ficelles pour créer un récit horrifique au sein d'une fête foraine, et ce n'est absolument pas ce qu'a choisi de faire Stephen King. On est beaucoup plus dans un récit initiatique où on suit un jeune homme qui va être là pour l'équivalent d'un de ses premiers vrai travail, il va lier des liens avec des personnages, on va apprendre qu'il s'est passé des choses un petit peu mystérieuses à Joyland, mais en aucun cas ce n'est un récit horrifique et c'est assez décevant. Je pense n'avoir pas beaucoup vu d'avis positifs sur Joyland. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé parce que la construction du récit, la construction des personnages et c'est toujours pareil, la capacité de Stephen King à créer des univers très immersifs, elle est indéniable et vous passez quand même un bon moment de lecture. Mais en termes de divertissement, en termes de divertissement d'une part, mais Joyland reste divertissant. C'est plus au niveau de ce que ça apporte à la littérature et à la littérature horrifique. Joyland, ça n'apporte pas grand-chose, malheureusement. C'est assez contemplatif, ce qui peut être très agréable. Tout dépend de ce que vous cherchez. Si ce que vous aimez, c'est le Stephen King qui arrive à créer des entités, des atmosphères qui sont vraiment glaçantes,
il va pas falloir vous tourner vers Joyland. Il y a des chances que vous soyez déçus. Maintenant, si vous voulez lire quelque chose qui se prête très très bien à la période actuelle, la période automnale, qui est bien écrit, bien décrit, et surtout que vous aimez la plume de Stephen King, parce que je pense que c'est avant tout ce qu'il faut pour apprécier ce titre, vous passerez un bon moment avec Joyland, mais j'ai quand même rarement entendu dire que c'était le titre préféré de quelqu'un. Non pas qu'il faille absolument se ranger à l'avis de la majorité, ce n'est pas du tout ce que je sous-entends, mais je pense que ça en dit long compte tenu du fait que ce sont quand même des ouvrages qui sont très très courants, très facilement trouvables, qui sont bien distribués, qui se vendent énormément. Je trouve que c'est assez révélateur quand finalement on entend très peu parler d'un titre d'un auteur comme Stephen King, alors que c'est un des auteurs les plus lus aujourd'hui. Ensuite, il y a Du Mackay que je ne connaissais pas, dont j'ai entendu parler très récemment et qui m'a beaucoup tentée parce que je trouvais que le scénario était très original comparativement à ce que fait habituellement Stephen King. Puisque on parle d'une île en Floride, donc vraiment on n'est plus du tout dans les forêts pluvieuses et humides du Maine. Donc j'étais curieuse de ce que pouvait faire Stephen King dans ce type de décor, mais je ne me suis pas encore penchée plus en profondeur sur la question, donc je vais éviter de vous faire du blabla inutile sur les titres que je n'ai pas lus et dont finalement je ne connais pratiquement rien. Je peux juste vous dire que ce titre-là se déroule sur une île. Ensuite, nous avons Salem qui est paru pour la première fois en France en 1977. C'est un récit que j'ai lu. Ne vous attendez pas à trouver des procès de sorcières dans Salem. Ce n'est absolument pas ce que vous trouverez dans ces pages. On est sur une réécriture du vampire. Donc c'est le vampire à la Stephen King et c'est glaçant. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il ne se passe rien de véritablement marquant ou de véritablement en rupture avec l'idée du vampire dans ce titre. Par contre, je pense que c'est l'un des ouvrages de Stephen King dans lequel l'atmosphère a été la plus oppressante pour moi. Ce n'est pas mon préféré, c'est l'un des premiers que j'ai lu, mais l'atmosphère était incroyablement pesante et j'ai beaucoup retrouvé ça dans alors plus dans les nouvelles parce que je n'ai pas lu Christine par exemple, tous ces gros titres qui parlent par exemple des voitures hantées, mais c'est là que j'ai compris que Stephen King pouvait créer de la terreur avec des éléments infimes, parce que Salem, on va dire 70% du récit, ça repose quand même sur de la spéculation et sur des observations qui en soi pourraient être tout à fait anodines, et c'est en ça que c'est brillant, puisque c'est par l'ambiance, par les sentiments des personnages, par les infimes observations qu'ils vont pouvoir faire, que la terreur va s'infiltrer petit à petit dans votre esprit, dans votre cœur, et c'était très fort. Donc Salem, c'était top. Le titre suivant, c'est Nuit noire, étoile morte. Donc là, on est sur un recueil de nouvelles que je n'ai pas lu dans son intégralité, ça c'est une certitude. Alors parmi les nouvelles qu'on va trouver dans ce recueil, on va avoir 1922, Grand chauffeur, Extension claire et Bon ménage. L'édition de poche, donc qui est parue quelques années plus tard, a vu s'ajouter à la dure à cette liste de nouvelles. Je n'ai lu aucune de ces nouvelles, donc je ne peux pas vous les présenter. J'aurais dû spécifier peut-être plus clairement en début de vidéo que cette vidéo va être longue. J'aurais dû le faire avant. J'espère en tout cas que ça vous intéresse. Je le précise pas à chaque fois, mais bien évidemment, si vous avez lu ces titres, que vous avez des avis similaires ou vraiment en rupture avec les miens, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que ça peut être très intéressant d'en discuter. Ensuite, on a Bazar, que je n'ai pas lu, dont j'avais adoré l'adaptation cinématographique, qui est donc Le Bazar de l'épouvante. Alors j'ai toujours une confusion entre Bazar et Le Bazar de l'épouvante, qui est un recueil de nouvelles. Il me semble bien que l'adaptation que j'ai vue, moi, qui date des années 80, adapte Bazar, mais s'appelle Le Bazar de l'épouvante, histoire de créer de la confusion supplémentaire chez les spectateurs et les lecteurs de Stephen King. Donc, mais je n'ai pas lu Bazar, donc je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, j'avais adoré cette adaptation, vraiment, elle m'avait glacée, et je crois d'ailleurs que c'était ma petite découverte de Stephen King, mais j'étais vraiment jeune, donc j'avais été traumatisée. Peut-être qu'aujourd'hui ça irait relativement bien quand même. Ensuite, Si ça saigne, recueil de nouvelles que j'ai lu au moment de sa sortie, donc en 2021. Alors dans Si ça saigne, alors il faut vraiment que je replonge dans mes souvenirs là, parce que ce n'est pas l'ouvrage le plus marquant que j'ai lu de Stephen King. Alors à l'intérieur, nous trouvons Le téléphone de Monsieur Harrigan, La vie de Chuck, Si ça saigne et Rat. Alors, j'ai lu toutes les nouvelles.
Mais vous voyez, c'est là que les choses sont confuses. C'est que j'aurais été incapable de vous restituer le titre des nouvelles. Donc je vous ai possiblement dit que je n'ai pas lu certaines nouvelles dans Brume, dans différentes saisons, etc., etc., alors que je les avais lues, mais simplement je ne retiens pas le titre des nouvelles puisque le téléphone de Monsieur Harrigan, je ne me rappelais absolument pas que le monsieur concerné dans la première nouvelle s'appelait Monsieur Harrigan. Bref, le téléphone de Monsieur Harrigan, c'était une nouvelle qui m'avait beaucoup touchée, où on a un jeune homme qui trouve un téléphone qui lui permet de communiquer avec des personnes défuntes, avec une personne défunte. Ensuite, on a la vie de Chuck, dont je n'ai en toute honnêteté pas gardé un souvenir impérissable, puisque je pense avoir beaucoup de mal à vous faire un résumé. Ensuite, on a une nouvelle qui va se rapprocher un petit peu de l'Institut, je crois. Et comme je n'ai pas lu l'Institut, la nouvelle m'avait été très sympa, mais ça m'avait un petit peu échappé parce que je n'avais pas tous les fondements de la mythologie de ce récit. Il me semble que c'était Si ça saigne, la nouvelle en question. Et ensuite, on avait Ra qui traitait d'une thématique très chère à Stephen King, qui est celle de l'auteur, toujours et encore maudit, qui part s'isoler dans un cabanon pour écrire l'histoire qu'il souhaite écrire et qu'il ne parvient pas à écrire depuis un moment, et qui va potentiellement sombrer dans la folie. Bref. Le recueil était très sympa, hein. Simplement je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable. C'était très divertissant, c'était dans le bon de Stephen King, c'était pas dans le très bon, c'était pas dans l'exceptionnel, c'était pas dans le ça a changé ma vie lorsque je l'ai lu, à la différence de Marche ou Crève par exemple, ou d'un autre que je n'ai pas encore cité. Je vais pas vous spoiler. Mais oui, c'était bien, mais c'était pas mon favori. Ensuite, on a 22-11-63 que je n'ai pas lu, qui m'effraie beaucoup de par sa taille gargantuesque. Et clairement, c'est la seule chose qui m'empêche de le lire, puisqu'il est vraiment considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs ouvrages de Stephen King et comme même un tournant dans sa carrière littéraire. Pour l'instant, je n'ai pas eu le courage. Alors, Le Talisman. Mais Le Talisman, je n'envisage pas de le lire immédiatement. C'est une saga qui a été écrite à 4 mains, donc c'est Stephen King et Peter Straub. Peter Straub qui est un auteur que vous connaissez peut-être pour ses histoires de fantômes. J'ai notamment un de ses romans dans ma palle qui s'appelle Messe Noire, qui traite un peu plus de la question des sectes. C'est une horreur beaucoup plus franche que Stephen King, je trouve, Peter Straub, mais différente. Donc ça peut être intéressant, le mariage des deux, mais je ne me suis pas encore lancée. Ensuite, on a Minuit 2, qui est, je pense, l'un de mes recueils de nouvelles favoris de Stephen King, puisque c'est notamment celui dans lequel on trouve Les Langoliers. Les Langoliers, c'est un titre que... Alors, ma maman ne lit pas Stephen King. Ma maman, non pas qu'elle n'aime pas Stephen King, parce qu'elle aime beaucoup les adaptations, par exemple, mais ma maman ne lit pas beaucoup de littérature fantastique, et encore moins de littérature horrifique. Or... Les Langoliers, j'en entends parler depuis que je suis petite et j'en entends parler comme quelque chose de glaçant. Cette nouvelle, je l'ai découverte tardivement, je l'ai découverte il y a 1 an, je pense, 1 an et demi. Et lorsque je l'ai découverte, j'avais la trame, mais je n'avais pas la construction du récit. Et c'était effrayant. Véritablement effrayant. C'est vraiment une... Alors je sais que les émotions que j'ai ressenties ont également été conditionnées et créées par toute l'attente que j'avais de découvrir ce récit qui m'était narré depuis que j'étais petite. Mais alors là, je suis tombée de très très haut lorsque j'ai découvert ce qu'avait fait Stephen King avec cette histoire qui véritablement part de rien. C'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez si vous n'avez jamais lu Stephen King. Parfois, il va se passer un micro-événement et de ce micro-événement, je sais pas, l'imagination de Stephen King est tellement débordante qu'une... Je sais pas. Taper une pierre en marchant dans la rue, frôler un mur, oublier d'allumer une lumière, ça va tout de suite prendre un sens, une signification, une force que vous n'allez pas tout de suite pouvoir mesurer. Et donc pour moi c'est clairement le cas dans Les Langoliers, puisque on va suivre un banal trajet en avion qui va se transformer en la disparition de la quasi-totalité subite et brutale des passagers et de l'équipage. Donc ce qui est assez inquiétant, c'est que les seules personnes qui vont rester sont des personnes qui dormaient au moment de la disparition de tous les autres. Donc on n'a aucune idée d'où sont passés ces gens.
aucune, absolument aucune. Et ce qu'il reste d'eux, et qui je trouve est particulièrement glaçant, ce sont par exemple les bijoux, les couronnes dentaires, les montres, Enfin, je trouve ça glaçant. C'est la seule chose qui prouve encore que ces personnes ont existé. Et donc nous, on va suivre les survivants qui essayent désespérément, donc dans un premier temps, de reprendre le contrôle de l'avion dans lequel ils se trouvent, et ensuite d'échapper aux langoliers qui sont vraiment... En fait, c'est pas définissable. Je ne peux pas vous dire, déjà parce que ce serait dommage, mais même après l'avoir lu, vous ne pourrez pas vraiment définir ce que sont les langoliers. Et c'est terrifiant. Enfin... C'est véritablement terrifiant. Cette nouvelle, je l'ai adorée. Et la seconde, qui était incroyable aussi, différente, mais incroyable, qui reprend les thématiques chères à Stephen King, donc l'idée, encore une fois, des artistes maudits, d'un écrivain qui est en détresse, donc vue imprenable sur jardin. Il y a seulement 2 nouvelles dans Minuit 2, et les 2 sont incroyables. Je dirais plus d'ailleurs que ce sont des courts romans qu'on a réunis, parce que Les Langoliers c'est quand même assez conséquent. Je vous expose très brièvement l'intrigue, puisque c'est un récit à chute, comme beaucoup de nouvelles de Stephen King. En gros, on va suivre un écrivain qui, un jour, va voir un homme taper à sa porte, et cet homme va lui dire qu'il lui a volé son travail. Et que donc il a publié une nouvelle qui n'était pas à lui, un roman ou une nouvelle qui n'était pas à lui. Et l'écrivain va commencer à avoir peur de cet homme et se demander ce qu'il va être capable de faire pour récupérer son travail. Voilà. Glaçant également, complètement différemment. Ça ne va pas tout à fait jouer sur les mêmes choses. Mais on était à une époque où Stephen King était beaucoup dans l'horreur psychologique. Et je veux dire, il maîtrise le domaine aussi bien que lorsqu'il nous parle d'entités très claires, etc. etc. Vraiment... Minuit 2, un de mes recueils de nouvelles favoris, et j'espère vraiment pouvoir le relire. J'adore les recueils de nouvelles de Stephen King en audio, donc Minuit 2, je l'ai quand même réécouté, je crois, depuis au moins Les Langoliers. Ouais, enfin franchement, lisez-le. Les nouvelles, en plus, pour commencer, je trouve que c'est une super bonne alternative, et vraiment, Minuit 2, c'est pas mal comme recueil, parce que donc, ce sont des nouvelles quand même assez conséquentes, où vous avez de la substance pour comprendre les descriptions et les personnages types de Stephen King, et en même temps vous avez pas voilà, je sais pas, le côté impressionnant peut-être de Shining ou de Salem, qui sont beaucoup plus conséquents. Alors la suite, on passe à Christine, que je n'ai pas lu, qui fait partie de ces romans qui me surprennent, enfin qui me surprendront je pense, mais qui me surprennent dans l'idée même que je m'en fais. Christine, c'est une voiture hantée, donc je ne sais pas comment ça peut être traité, mais comme Stephen King a réussi à me faire peur avec un chien, je pense qu'il peut me faire peur avec une voiture. Le Bazar des mauvais rêves, qui est un recueil de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le Bazar des mauvais rêves? Donc on a 1081, alors que j'ai lu, que j'ai trouvé incroyable aussi, vraiment incroyable. Là c'est pareil, on suit quelques personnages qui sont des enfants. Les enfants chez Stephen King, je ne sais pas, alors il en a, et puis je pense qu'il a gardé aussi ce côté très créatif, ces fulgurances d'imagination, puis cette prise au sérieux aussi des rêves, des choses qu'il peut voir comme ça, entreapercevoir, et qui peut-être en tant qu'adulte paraissent insignifiantes. Donc il maîtrise parfaitement la mise en scène des enfants. Et donc nous, on va suivre Pete Simmons, qui a 10 ans, qui a été laissé seul par son grand frère, et qui va traverser une sorte de décharge et arriver donc au niveau d'une route au 1081. Donc vraiment, c'est une borne, le 1081. Il va trouver au bord de ce 1081 une voiture recouverte de boue, très bizarre. Et se rendre compte qu'en fait, des personnes ont disparu. Voilà. Je vous en dis pas plus. Mais vraiment... incroyable cette nouvelle. Premium Harmony. Alors attendez, est-ce que je l'ai lu? Est-ce que ça me parle? Alors non, je l'ai pas lu. En revanche, je pense que Wikipédia pourrait très largement se passer de faire des résumés aussi détaillés des nouvelles de Stephen King. Ensuite, Batman et Robin ont un accrochage. Je ne l'ai pas lu. La Dune, je ne l'ai pas lu. Sale gosse. Je ne pense pas l'avoir lu. Église d'ossement, une mort morale. Après vie, Herman Wu qui est toujours en vie, Aladur, Billy Barrage, Mr. Yumi, Tommy, le dieu vert de l'agonie. Ce bus est un autre monde, Nécro, feu d'artifice imbibé et le tonnerre en été. Et enfin l'édition poche
On lui a rajouté une 19e nouvelle qui est Cookie Jar. Je n'ai lu aucune de ces nouvelles, si ce n'est la première que je vous ai largement explicitée. Et que j'ai lu donc encore une fois dans sa réédition que je vous mets ici chez Albin Michel Jeunesse. Donc la nouvelle était publiée seule, c'est ce qui fait que je n'ai lu que celle-ci. Après voilà, il y en a 2-3 qui ont l'air sympas. Là j'ai bien lu les résumés, ça a l'air pas mal. Je me suis un petit peu fait spoiler même, mais ça a l'air sympa. Et on arrive à un autre livre que j'ai lu. Running Man de Stephen King, donc toujours. Faut que j'arrête de vous le dire. Mais alors celui-là par contre il a vraiment été écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. On va suivre un personnage ici qui vit dans une misère absolue, une situation tellement précaire qu'il veut... Enfin, en gros il veut tout faire pour sauver son enfant qui est malade, mais il n'a pas les moyens de se procurer les médicaments nécessaires, donc il va accepter de participer à un jeu télévisé dans lequel il va être poursuivi par un certain nombre de personnes. Une prime va être mise au-dessus de sa tête et il doit survivre à cette chasse à l'homme pendant un temps donné. Alors là je ne peux pas vous mentionner distinctement le temps imparti, enfin le temps qu'il doit tenir, mais en tout cas c'est un temps assez conséquent compte tenu du fait que les avis de recherche sont diffusés dans tout le pays et qu'il ne peut compter finalement que sur lui-même puisque tout le monde est à sa recherche vu que la récompense est très importante. Tout ça c'est fait sous forme d'émissions télé, donc ça donne vraiment une dimension très 1984. Moi je trouve qu'il y a vraiment un petit air, un arrière-goût de George Orwell dans ce titre-là. Je trouve qu'il se lit très bien avec Marche ou crève. J'ai commencé par Marche ou crève, ensuite j'ai lu celui-ci et vraiment je trouve que l'un à la suite des autres ils vont très très bien. D'ailleurs ils n'ont pas été publiés à un intervalle très important et ça se ressent que Stephen King travaille aussi par thématique et qu'il arrive à faire des ponts entre ses ouvrages. Donc vraiment très très sympa celui-ci aussi. Il commence à remonter un petit peu mais il est vraiment très bien. Moi je le mettrais dans les classiques de la science-fiction horrifique dystopique quoi. Je voudrais pas trop m'avancer sur le classement parce que ça reste un petit peu hors catégorie comme souvent chez Stephen King, mais quand même enfin notez bien que ce qui prime, ça va être la dimension dystopique. Même si l'univers n'est pas explicité en tant que tel, on comprend qu'on est dans une société où les médias ont triomphé, où tout le monde est assujetti à son poste de télévision, à ses émissions radio, et pour cette raison-là, voilà, le caractère dystopique prime sur le reste. Alors, Doctor Sleep, que je n'ai pas lu mais que j'ai dans ma palle, Minuit 4. Alors, quelles nouvelles sont présentes dans Minuit 4 ? Dans Minuit 4, nous avons 2 nouvelles, je n'en ai lu qu'une seule, Le Molosse surgit du soleil, qui est paru récemment, toujours dans cette fameuse collection Albin Michel Jeunesse, qui est très difficile, je trouve. Là, pour moi, on est vraiment dans la partie de Stephen King, peut-être un petit peu trop... c'est un petit... On va dire que le filon fantastique est un peu trop ténu et je n'aime pas beaucoup ça. Donc c'est pas une nouvelle qui m'a beaucoup plu. En plus c'était basé sur une histoire qui ne m'intéressait pas franchement à l'initiale et sa construction ne m'a pas non plus convaincue. Donc ça ne fait pas partie des nouvelles qui m'ont le plus plu. L'autre nouvelle présente dans Minuit 4, c'est Le policier des bibliothèques, mais celle-ci, je dois reconnaître que je n'en ai jamais entendu parler. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Vous êtes en face de mon numéro 1, je pense. Alors, difficile, hein, parce que Marche ou crève est très bien placé, Shining aussi. C'est difficile de faire un classement des titres de Stephen King. Mais La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est... Je ne sais pas. Ça a été quelque chose. Et je sais que ce n'est pas celui qui plaît le plus. En atteste sa note sur Sens Critique, il a 6,5, alors que... Pour vous donner un exemple, on en parlera juste après, mais Carrie a 7,3, alors que ce n'est pas non plus considéré comme le meilleur des Stephen King. Par beaucoup, tout du moins. La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est l'histoire de Trisha, qui part avec sa maman et son frère se promener dans la forêt. Trisha, elle est fatiguée parce que ses parents viennent de divorcer et qu'elle ne supporte plus les disputes incessantes entre sa mère et son frère. Ils vont se balader sur le sentier des Appalaches, donc déjà vous avez tout ce décor qui est assez impressionnant, surtout si vous aimez la randonnée, vous connaissez de réputation le sentier des Appalaches et tous les mystères qui l'entourent. Et Trisha, elle va avoir envie de faire pipi subitement sur le chemin. Alors c'est une toute petite portion hein, des Appalaches bien évidemment, on ne parle pas de faire l'intégralité de la randonnée, hein, ce qui de toute façon n'aurait pas été possible, mais...
Bon, elle va s'écarter du sentier, elle va aller faire pipi, prévenir sa mère et son frère qui ne vont pas l'entendre parce qu'ils sont en train de se disputer. Et malheureusement, Trisha va s'égarer. Et nous, on va la suivre dans la forêt, perdue, avec pour seule ressource son Walkman, donc son baladeur, son casque pour écouter, et sa casquette de baseball offerte par son père, à l'effigie avec le numéro de Tom Gordon, qui est donc batteur de baseball dans l'équipe des Red Sox. Voilà, là vous avez l'idée générale de la thématique, et ce que j'apprécie encore une fois, c'est que vraiment la psychologie des enfants dans les livres de Stephen King, c'est impressionnant, et Trisha, elle est impressionnante. Il y a une phrase à un moment du roman que je trouve très marquante, qui dit que en fait elle est rentrée dans la forêt petite fille et elle sort presque adulte finalement, et c'est vrai. La psychologie de Trisha, elle va évoluer mais drastiquement en l'espace de quelques nuits, parce que confrontée à la peur, confrontée au froid, confrontée à la faim, à la soif, confrontée aussi aux visions qu'elle peut avoir, puisque la solitude, le fait de ne pas pouvoir parler, la peur vont entraîner son esprit sur une pente très glissante et très difficile à remonter. Donc il y a de tout, il y a de l'horreur, il y a une petite dimension fantastique, il y a de l'horreur psychologique, il y a de l'horreur, je vais te dire, plus de atmosphérique, vraiment avec le sentier des Appalaches et tous les mystères qu'il y a autour. Voilà, je trouve que Stephen King a bien posé son cadre. On est encore une fois dans ces forêts humides du Maine qui sont caractéristiques des romans de Stephen King. Voilà, je pense que La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est mon chouchou. Même si ceux qui vont suivre, là encore, je les aime beaucoup, hein, mais bon. Carrie, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Vais-je vous faire l'affront de vous faire un résumé de Carrie? Bon, Carrie, c'est une jeune fille qui vit dans une famille alors pas dans une famille, avec une mère hyper intégriste d'un point de vue religieux, qui ne supporte pas que sa fille puisse s'habiller comme les autres filles de son établissement scolaire, qui ne supporte pas que Carrie puisse avoir des amis, fréquenter des garçons. Et un jour, Carrie va se révéler posséder des pouvoirs très très puissants. Et Carrie, elle est humiliée continuellement à l'école, continuellement à la maison. Elle est traitée en permanence de bonne à rien. On lui dit qu'elle est moche, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'a aucune capacité, qu'elle ne fera rien de sa vie, que personne ne s'intéresse à elle. Et en fait, Carrie va devenir surpuissante et exploser, tout simplement. Voilà. Vraiment, récit qui est très intéressant, qui est construit par bribes aussi, puisqu'en fait, on a le témoignage de plusieurs personnages qui ont survécu à une nuit bien spécifique, qui est la nuit du bal de promo. Donc aux États-Unis, c'est un petit peu le moment symbolique, absolu, super important de l'année, qui est vraiment le moment qu'il ne faut pas rater et pas gâcher. Et ce soir-là, il va se passer des atrocités qui vont être racontées donc du point de vue des survivants. Très bien, Carrie, pas du tout dans mes préférés, mais très intéressant quand même. Ensuite, on a Cujo, qui est dans mon top 5, je pense. Et pas dans mon top 3, mais de toute façon, dans mon top 3, comme je vous dis, déjà la première place, ce sera La petite fille qui aimait Tom Gordon, mais ça aurait pu être Marche ou crève. Vraiment, les deux sont... Ouais, les deux sont géniaux, c'est compliqué. Il y a ça aussi, qui fait partie de mon top 3, parce que je ne vois pas vraiment ce qui pourrait être meilleur en termes de récit horrifique que ça, véritablement. Je veux dire, un monstre qui se transforme selon la peur la plus profonde d'un personnage, je trouve ça dingue. Voilà, mais Cujo est dans mon top 5, et je sais que pourtant Cujo fait débat. Mais alors, cette atmosphère alors encore une fois, on est dans le Maine, mais cette fois on est dans le Maine quand il fait très chaud. C'est l'été, et en fait on va suivre une maman et sa fille, je crois, qui vont se rendre qui doivent surveiller une maison, ou qui vont se rendre, je ne sais plus, mais qui vont se garer en tout cas dans la cour d'un voisin. Et ce voisin a un chien, et le chien, qui s'appelle donc Cujo, il est enragé. Mais enragé, je pense même que c'est Cujo qui a contribué à démocratiser cette idée de l'enragement. Parce que Cujo est terrifiant. Et pourtant, les 3 éléments du récit, c'est la chaleur plombante de l'été, le chien enragé et la mère et sa fille dans la voiture. Voilà. Il y a 3 éléments dans Cujo.
le roman il fonctionne qu'avec ces 3 éléments. Et alors c'est... Enfin, moi je l'ai trouvé terrifiant celui-ci, vraiment il est très fort, il est très très fort ce roman. La part des ténèbres que je n'ai pas lu, non que je n'ai pas lu, Charlie que je n'ai pas lu, L'Outsider. Non, je l'ai pas lu, L'Outsider, mais du coup je me suis trompée. Si ça saigne, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une nouvelle qui est en lien avec l'univers d'Outsider, pas avec l'univers de l'Institut. Monsieur Mercedes, qui a une très bonne réputation, mais que je n'ai pas lu non plus, Désolation, que je n'ai pas lu non plus, La peau sur les os, que je n'ai pas lu, Peur bleue, que je n'ai pas lu, qui est donc l'époque, puisqu'il a été écrit sous pseudonyme, celui-ci, donc l'époque Richard Bachman, donc années 80, Cellulaire, que je n'ai pas lu, les Atomic Knockers, que je n'arrive jamais à prononcer, qui m'a été vivement recommandé à de très très nombreuses reprises, mais que je n'ai toujours pas lu non plus. Dreamcatcher, que j'ai vu en film quand j'étais petite, donc je vais avoir du mal à m'en rappeler. Et je crois qu'il n'a pas très bonne réputation, que ce soit le film ou le livre. Ensuite, on a Rage. Alors, j'ai hésité un petit peu à vous en parler là, parce que... Donc Rage, il est sorti en 77 la première fois, en France en 90 pour la première fois. C'est Stephen King lui-même qui a demandé l'arrêt de la publication de ce titre, parce que suite aux attentats de Columbine et à plusieurs fusillades en milieu scolaire aux États-Unis, les auteurs revendiquaient la lecture de Rage de Stephen King, qui n'avait bien évidemment pas du tout été écrit dans l'optique de provoquer des fusillades, mais par sécurité, Stephen King a préféré demander que Rage soit retiré de la vente, ce qui a été fait partout. Rage, vous ne pourrez le trouver que dans des éditions qui n'existent plus, de très très vieilles éditions. Donc là, je ne sais même pas si c'est... Je pense que c'était France Loisirs, mais pour vous donner un ordre d'idée de l'époque de publication, je pense qu'il suffit de regarder la jaquette, la matière dans laquelle... l'espèce de plastique choisi pour la composition de la jaquette. Le fait qu'on soit sur du relié, chose qui était courante dans les années 80, mais qui s'est tarie petit à petit et qui est revenue en puissance aujourd'hui, quoi, mais qui, pendant longtemps, n'était pas du goût de tous. Et puis après, on a eu la démocratisation du poche, donc le relié, c'était plus du tout d'actualité. Donc Rage n'est plus édité, vous ne pourrez pas le trouver neuf, c'est impossible. Je l'ai vu seulement en 3 éditions. J'ai vu une édition du livre de poche avec une couverture blanche que je vous mettrai là, qu'on m'a offert il y a quelques temps maintenant. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a envoyé, parce que c'est un de vous qui me l'a envoyé. Et ça m'a fait très plaisir parce que je souhaitais découvrir Rage depuis un moment et j'étais ravie de pouvoir le lire. L'édition là que je vous ai présentée, qui est, il me semble, chez France Loisirs, et enfin une autre édition du livre de poche que je vous mets également en photo ici, qui reprend la même couverture que sur l'édition blanche, mais voilà, qui est dans... Je crois que c'est la collection qui doit s'appeler Pocket... Non, c'est pas les Pocket Terror. Peut-être que c'est les Pocket Terror. Bref, je ne sais plus. Je vous mettrai la couverture juste ici. Rage, donc, comme je vous le disais, c'était implicite, mais induit, c'est l'histoire d'un adolescent qui va cacher une arme dans son casier et faire une fusillade dans son établissement scolaire. Voilà. Très difficile à lire. Vraiment très très difficile à lire. Très intéressant. Ça se dévore. C'est oppressant. Mais très très bien. Billy Summers, qui est le dernier que j'ai lu. Alors l'avant-dernier sorti, puisque juste après il y a eu Fairy Tail que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini. Et d'ailleurs je ne sais pas où il est. Depuis que j'ai déménagé, je ne sais pas où je l'ai mis. Et pourtant il me restait pas grand chose à lire, hein. Je suis vraiment... vraiment attristée. Mais bon, donc Fairy Tail, je passerai très rapidement dessus, hein. Ils sont à côté là, donc je peux vous en parler, mais... Ça part de l'histoire d'un petit garçon qui va passer devant la maison d'un peu du vieux du village, celui qui est isolé, que tout le monde calomnie, qui est
très mal vu, que l'on perçoit comme grincheux, comme mauvais, comme ne prêtant pas assistance aux autres, etc., etc., qui va se blesser, et c'est un jeune garçon qui va se rendre compte de ce malaise et de cet accident et qui va le prendre en charge, et il va se retrouver avec la responsabilité du chien de ce monsieur, et il va donc s'occuper de lui. Ça, c'est le début de l'histoire, je vous en dis pas plus, je trouve que ça suffit déjà. C'est déjà pas mal, parce que ça, c'est déjà les 200 premières pages du récit, hein. Et donc Billy Summers, alors Billy Summers, je n'ai pas aimé. Il est vraiment pas trop mal noté quand même sur Sens Critique. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé dans l'absolu, mais disons que j'ai pas vraiment retrouvé... j'ai retrouvé les psychologies des personnages de Stephen King, ça oui, mais par contre au niveau des thématiques, vu qu'on est avec un tueur à gages et qu'on est dans une affaire un petit peu de règlement de compte, il y avait un côté un peu thriller policier qui était trop prégnant pour moi, et ça ne m'a pas convaincue. J'ai pas du tout passé un mauvais moment, hein. Vraiment, je l'ai regardé, je l'ai lu avec beaucoup de facilité, mais ça ne fait pas du tout partie de mes romans favoris de Stephen King, et d'ailleurs je dirais même que ce n'est pas représentatif de ce que fait Stephen King habituellement. Carnet noir, que je n'ai pas lu mais qui a très bonne réputation. Je le vois beaucoup passer sur les réseaux, et évidemment il me tente, mais enfin la plupart des romans de Stephen King me tentent, et à terme j'espère avoir la possibilité de tous les lire. Mais pour l'instant je l'ai pas lu. Fin de ronde non plus. Sleeping Beauty, qui m'a toujours beaucoup tenté, mais qui n'a pas du tout été bien reçu. Donc là, c'est un ouvrage écrit à 4 mains, donc, avec son fils, donc c'est Stephen King et Owen King. Et je trouvais que l'idée de départ était pas mal, parce qu'on parle sur une réécriture un petit peu de La Belle au bois dormant. Et en fait, les femmes s'endorment, mais on comprend pas pourquoi. Elles s'endorment et elles ne se réveillent pas, sans qu'il y ait d'explication, et qu'on arrive à trouver ce qui cause cet endormissement. Donc je trouvais que c'était super intéressant comme idée, mais très très mal reçu, donc ça m'a beaucoup freinée. Ce qui est dommage, c'est rare que ça arrive d'ailleurs, que ce soit à ce point-là, mais là c'était un livre qui me motivait plus, et qui subitement est tombé très bas dans ma liste d'envie de lecture. Ensuite, on a Laurie, qui fait partie des dernières publications, mais que je n'ai pas lu non plus. Ensuite, on a Blaise, que je n'ai pas lu. UR, alors que je ne connaissais même pas, pour tout vous dire, je ne savais pas que ça existait. Alors après, visiblement, il est uniquement disponible en e-book et en audio, donc c'est peut-être pour cette raison-là que je ne l'avais jamais vu. Je suis en train de découvrir des titres là, hein. Je vous avoue que j'ai l'impression que beaucoup de choses n'ont pas été traduites, ce qui est quand même assez surprenant. Le tome 2 de Dom, mais nécessairement si je n'ai pas lu le 1, je n'ai pas lu le 2. Road Master, qui fait partie de ces romans qui mettent en scène des voitures hantées, que je n'ai pas lu non plus, voilà. Clairement, sur les ouvrages que je n'ai pas lus, je n'ai pas envie de m'avancer, parce que je n'ai pas envie de me spoiler non plus. La tempête du siècle, je ne l'ai pas lu. L'année du loup-garou, alors ça ne me dit rien du tout. Jessie, que j'ai dans ma palle, j'ai vu le film sur Netflix. Incroyable le film. Il paraît que c'est une adaptation très fidèle du roman, et c'est en ça que je suis mais vraiment impatiente de découvrir ce titre, parce que Jessie, le scénario c'est pareil, il tient sur quelque chose de très ténu, mais il est incroyable. Un couple qui est en grande détresse, qui ne se comprend plus, qui part en week-end pour essayer de renouer des liens un peu plus solides. Ils vont avoir une relation sexuelle durant laquelle le mari va demander à la femme de l'attacher au lit, et la femme va accepter, et l'homme va faire un malaise cardiaque. Donc nous on va suivre Jessie qui reste attachée à ce lit. Vraiment glaçant. Enfin, l'adaptation était superbe. Enfin, en tout cas, elle explore des pans de l'horreur que je trouve très intéressants. Et j'imagine que le roman qui en a l'origine fait la même chose, hein, donc impatiente de le lire aussi. Ensuite, on a 13 histoires diaboliques. Donc là, alors, je crois que je l'ai d'ailleurs ici. Non, je ne l'ai pas ici. Décidément, c'est la catastrophe. Il va vraiment falloir que je récupère certains de mes livres. 13 histoires diaboliques, il me semble que c'est un recueil qui est écrit par plusieurs auteurs qui écrivent de la littérature horrifique. Je crois qu'il y a Peter Straub aussi d'ailleurs. Il y a Stephen King, enfin bref. Je crois qu'il y a Graham Masterton aussi, il y en a quelques-uns. Et ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Il n'a pas été réédité ce titre-là, donc vous pouvez le trouver
uniquement d'occasion et il me semble que c'est un J'ai lu épouvante. Alors attendez, je vous montre la collection. C'est pas un J'ai lu épouvante, c'est un Pocket Terreur. Ils sont comme ça. Bon, alors là, évidemment, c'est pas le bon titre, hein, comme je viens de vous le dire, c'est simplement pour vous montrer la collection. Donc vous pouvez le trouver seulement d'occasion. Et c'est un recueil de nouvelles qui a l'air très très sympa, mais dans lequel je ne me suis toujours pas plongée. Voilà. Et je pense avoir fait le tour. Alors j'ai certainement oublié des titres puisque je me suis basée sur des listes présentes sur, comme je vous dis, Sens Critique. Après je suis rapidement allée sur Wikipédia, sur Babelio, sur Booknote pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Mais il est fort probable que j'ai oublié certains titres, donc n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas mentionné votre Stephen King préféré ou potentiellement celui que vous aimez le moins. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres-là, me faire votre classement personnel de vos livres de Stephen King. Et voilà, je vais arrêter de faire du blabla, je commence à être essoufflée et fatiguée de tourner cette vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais la faire, donc je suis très 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 heureuse d'avoir fait ce petit bilan d'où j'en étais dans ma découverte de Stephen King. Et j'espère que ça vous aura plu. Alors je vais pas vous dire que j'espère que ce n'était pas très long parce que c'était long et j'en suis désolée. Je pense que je vais vous faire un petit briefing de départ pour que vous soyez prévenus. Et si vous êtes arrivés jusque là, c'est quelque chose que je fais jamais parce que je trouve ça ridicule habituellement. Mais si vous êtes arrivés jusque là, compte tenu de la durée de la vidéo, mettez-moi un emoji de votre choix, n'importe lequel, mais quelque chose d'un peu parlant à rapport avec un livre de Stephen King, je sais pas moi, un chien en rapport avec Cujo, une voiture en rapport avec Christine, le diable en rapport avec Carrie, bref, ce que vous voulez, quelque chose qui vous renvoie à l'univers de Stephen King, parce que je serais super curieuse de savoir qui est arrivé jusque là et combien de temps vous avez tenu à m'écouter malgré la profusion de paroles et de titres que j'ai pu mentionner, parce que je n'ai jamais tourné une vidéo de ce type là et que j'imagine que c'est complètement anarchique dans la forme. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.